Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde. et bienvenue dans l'animation qu'on va vous proposer aujourd'hui. Paul à ma gauche et moi je suis Maxime. Alors avant de passer par notre petit tour classique des détails techniques, etc., de comment communiquer avec nous, on va vous dire un mot de ce qu'on va faire. Alors Paul et moi on a passé pas mal de temps à se mettre du colorant sur les doigts, à se tacher, etc. Et on s'est dit qu'on allait se venger. Donc on compte bien faire en sorte que vous aussi vous vous tachiez les mains aujourd'hui. Mais pour ça on a quand même trouvé une excuse. On va essayer de parler de température, d'essayer de comprendre ce que c'est et si possible de bricoler un maximum pour essayer de visualiser cette température et d'essayer d'en faire une sorte de compte, de mesurer peut-être si on peut, on verra. Voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et alors, avant de s'y atteler, un petit rappel à tout le monde de comment ça fonctionne. Vous êtes du coup en train de suivre, pour celles et ceux qui nous suivent pour la première fois, vous êtes en train de suivre un live de Confine ta Science. Confine ta Science, c'est des lives qui sont proposés par l'équipe de médiation de l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes et de l'association Trace. L'association Trace, c'est une asso qui fait de la médiation scientifique. Et nous, Maxime et moi, on est tous les deux des médiateurs scientifiques dans cette asso. Voilà. Et l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, c'est un centre de culture scientifique à Paris, à l'entrée d'un centre de recherche et une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESPCI, et qui en ce moment est fermé et ne peut pas accueillir de public. Donc on propose nos activités sur Internet, sur Twitch par exemple, comme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des choses à se dire avant de commencer? Alors oui, vous êtes sur Twitch. Alors celles et ceux qui connaissent déjà le fonctionnement, vous allez quand même réentendre un peu le petit topo. À votre droite, il y a un chat. Sur le chat, vous pouvez poser des questions si vous avez des problèmes techniques, si vous avez des questions sur le contenu, etc., etc. Si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à poser des questions ou à écrire dans le chat. Si jamais, pour écrire dans le chat, il faut avoir un compte Twitch. Si vous n'avez pas de compte Twitch, c'est pas grave. Vous pouvez nous envoyer un mail sur notre boîte mail qui s'appelle confinetacience@gmail.com et il y a quelqu'un qui va pas tarder à le mettre dans le chat. Voilà, si vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos problèmes à cette adresse mail, on a des collègues à nous qui sont en train de suivre, qui ont la boîte mail ouverte à côté d'eux et qui nous transmettront les problèmes, les questions s'il y en a ou qui vous répondront si elles peuvent le faire directement. Avec nous, il y a donc justement des personnes que vous ne voyez pas. Il y a Arnaud qui est à la technique, c'est lui qui héberge le Twitch que vous êtes en train de voir, c'est lui qui va faire tous les effets un peu de mise en scène quand vous allez voir que d'un coup, pouf, je deviens plus grand et Maxime plus petit et tac, et tout le truc, là, il y a de la mise en scène. C'est Arnaud qui gère tout ça. C'est grâce à Arnaud qu'on est parce que sans lui, là, on pourrait rien faire du tout. On serait juste en train de parler devant un ordi qui marche pas. Et pour la gestion du chat et des mails que vous envoyez, il y a Pania et Clémentine qui sont là et qui vous suivent. Je pense que j'ai tout dit, sauf un dernier truc. Le chat, ce serait bien et vraiment idéal si les personnes qui postent dessus respectaient juste quelques petites règles. En général, ça s'est toujours bien passé, hein, mais je le rappelle quand même au passage, éviter d'avoir des commentaires haineux, racistes, violents dans le chat. S'il y a des personnes qui ont des commentaires déplacés, Pania et Clémentine vous le diront, vous demanderont d'arrêter. Et puis si vous continuez, on vous mettra sous silence peut-être. Et d'éviter aussi de le floader, c'est-à-dire d'envoyer plein de commentaires inutiles jusqu'à ce que nous, on puisse plus du tout suivre les questions et les remarques qui sont en lien avec l'animation. S'il y a des personnes qui mettent trop de commentaires, pareil, on vous demandera d'arrêter poliment. Et voilà. Et Et peut-être une c'est parti. dernière petite chose, Paul, si, Ouais. s'il y a plein de messages et plein de questions dans le chat, il est possible qu'on ne réponde pas directement tout de suite à chaque question. Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas vues, on les garde de côté, mais c'est pour pouvoir avancer dans l'activité qu'on vous propose. Et par contre, on les mettra de côté pour pouvoir en rediscuter à la fin. Et voilà. Donc, par exemple, il y a déjà une première question qui est: va-t-on construire un thermomètre? On a parlé d'essayer de voir ce que c'était que la température et peut-être de la mesurer. Donc, ça évoque le mot thermomètre. Alors, peut-être. On va voir ça. C'est fort possible. En tout cas, pour aujourd'hui, on vous a demandé de ramener
de préparer si vous avez plus plein de matériel. Alors, on va vous faire un rappel dès maintenant de tout le matériel dont il y aura besoin aujourd'hui. On a prévu plein de choses. Alors là, sur mon écran, c'est écrit beaucoup trop petit pour que j'arrive à vous les redire à haute voix. C'est plutôt Maxime qui va Ouais, le je peux le faire. faire. Donc on va commencer avec, on aura besoin de bouteilles en plastique avec son bouchon. On aura besoin de tubes qu'on pourra trouver soit dans une paille transparente, tout simplement, soit, ce qui est très bien, c'est les genres de produits lave-vitre comme celui-ci. Eh ben, on peut facilement retirer le tube qui est à l'intérieur sans dégrader l'objet. Et après, on remet le tube, donc on peut se servir de ça. On aura besoin de sceller des choses hermétiquement. Donc pour ça, de la pâte à fixe, ça marche très bien. Si vous en avez, c'est chouette. Euh, on aura besoin d'une petite bouteille en verre ou d'un pot de confiture, d'alcool ménager, d'une assiette, de quelque chose pour percer, tournevis ou en fait même gros couteau de cuisine. Donc là, attention, les enfants sont accompagnés bien évidemment. Euh, et ça, donc il y a plusieurs questions. Je finis la liste de matos et il y a plusieurs questions. Ouais, On aura besoin de glaçons, de l'eau, de verre, de colorant alimentaire et d'éponge. Les questions. Est-ce que on peut remplacer le colorant alimentaire par quelque chose d'autre? Si vous avez par exemple une cartouche d'encre, de stylo plume, de l'encre, pourquoi pas? Le but, ça va être de colorer un liquide. Voilà. Alors, malheureusement, je vais devoir contredire Maxime. Si vous avez une cartouche d'encre, ça va pas marcher parce que l'encre bleue disparaît dans l'eau. Et l'encre de stylo plume disparaît dans l'eau. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, le sirop, le sirop, c'est pas assez colorant. On va essayer. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, essayez avec quelque chose qui pourrait colorer votre eau. Si Et on vous avez verra bien de si ça l'encre de fonctionne ou pas. Chine, par exemple, si vous Si vous avez de avez, l'encre si de vous êtes Chine, fan c'est de parfait. dessin. Je suppose que vous n'en avez pas beaucoup plus. Si vous avez de la peinture, peut-être, ça peut bien marcher. On met de la peinture. La peinture, si vous avez oui, si vous avez de la peinture, ça marchera très bien. Euh, et si vous n'avez pas mieux une cartouche d'encre, eh ben on fera avec une cartouche d'encre. Le problème de la cartouche d'encre, c'est que l'encre de stylo plume, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça disparaît dans l'eau au bout de 30 secondes. Donc, ça va être un peu court. Et deux autres petites questions. Il y a sur les contenants, est-ce qu'à la place des bouteilles, on peut prendre un pot? Ce qui va être important, c'est d'avoir des contenants qui se ferment hermétiquement déjà de base. C'est pour ça un pot de confiture, c'est bien, ça se ferme. Une bouteille en plastique d'eau, c'est bien, ça se ferme. Les glaçons, ça va pas être indispensable. Non. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez, ça sera. Vous pourrez les utiliser à 2-3 moments, mais c'est pas grave si vous en avez pas. Et pour ce qui est de l'alcool, à 70 degrés, très bien. Et en fait, même si vous n'avez pas d'alcool, vous pourrez quand même faire ce qu'on va faire. Voilà. Mais c'est Et pas même mal si d'avoir de vous l'alcool. n'avez pas d'alcool à 70 degrés et que vous avez que de la vodka ou des trucs comme ça chez vous, ça marche aussi. Même de l'alcool à 40%, comme la vodka ou le rhum, ce genre de choses. Sauf que bon, les parents ne seront peut-être pas forcément d'accord pour qu'on vide une bouteille là. On nous demande aussi, est-ce que un stylo, ça marche sur le tube? En fait, la seule chose qui est importante pour le tube, c'est qu'il soit transparent et qu'il soit pas percé. Alors, si votre stylo, je ne sais pas si vous parlez du tube à l'intérieur des stylos billes ou si vous parlez de la coque qui est autour. S'il n'est pas percé et que vous arrivez à faire passer de l'air ou de l'eau ou quelque chose dedans, alors ça sera bon. S'il est percé, s'il n'est pas transparent, ça sera moins bien. De toute façon, on va voir ça petit à petit au fur et à mesure parce qu'on va pas tout sortir tout d'un coup là. Et on va même commencer plutôt tranquillement. Ce que je vous propose, c'est que on commence maintenant. Alors on sait qu'il y a certains et certaines parmi vous n'ont pas tout le matériel qu'on a listé. Et en même temps, on ne peut pas faire une liste complètement exhaustive parce que tout ce qu'on a mentionné, on peut le remplacer par d'autres choses. Donc ça va être aussi dans l'idée, si vous avez le temps et quelque chose sous la main qui fait l'affaire, vous le prendrez. Si vous ne l'avez pas, de toute façon, on va faire les manips ensemble, vous allez les voir. Et donc, vous prendrez le temps de les refaire plus tard. Et si vous voulez les refaire après l'animation, évidemment, il n'y aura pas de souci. C'est fait pour ça. On va commencer en se posant peut-être une première question. On va parler de température. Ah non, avant de se poser la moindre question, on vous a envoyé un mail ce matin pour vous demander si vous pouviez mettre dans vos congélateurs des bouteilles d'eau en plastique, mais vides.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pu le faire, de mettre une bouteille d'eau dans un congélateur? Vous pouvez nous répondre dans le chat. Ouais, vous pouvez répondre dans le chat, celles et ceux qui l'ont fait. Alors oui, si vous l'avez fait, c'est le moment d'aller la chercher et de voir ce qu'elle est devenue, cette bouteille. Et de nous le dire. Et du coup, de nous dire dans le chat s'il y a quelque chose de spécial. Moi, je vais aller chercher la mienne. J'en ai mis une dans mon congélateur qui est juste derrière. Donc, je vais la chercher. Pendant ce temps-là, hop là, je pose ça là. Ne vous étonnez pas si on met un peu de temps à répondre à vos messages qui apparaissent dans le chat parce qu'on les voit avec une quinzaine de secondes de retard. C'est un petit point technique. Voilà. Hop là. Donc, ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave du tout. Hein. De toute façon, moi, je l'ai fait. Donc, je peux vous montrer. Ah, mais ça disparaît très vite. Je vais la remettre. Ah, zut. Mais pour l'instant, vous en faites pas, c'est juste une petite manip d'introduction. Donc, on voit qu'il y a de la buée chez certains. Est-ce que on nous dit il y a de la buée? Je l'ai mise remplie. Ah, bon, alors il faudra réessayer avec une bouteille vide. Puisque là, ce qui m'intéressait, c'était de voir, ce qui va nous intéresser pour le début, c'est de voir ce qui se passe quand la bouteille elle est pleine d'air, donc vide d'eau, mais pleine d'air. Elle s'est comprimée, elle s'est déformée, elle s'est aplatie, elle est tordue. Ouais, alors du coup, je vais la rechercher, la mienne. Et voilà la bouteille que moi j'ai mise au congélateur. Et effectivement, elle est aplatie par rapport à la bouteille originale. Là, il y en a deux identiques. Celle-ci, elle s'est aplatie, elle s'est écrasée. Mais j'ai l'impression que ça y est, elle est déjà redevenue normale. Ah, il y en a qui ne l'avaient pas fermée. C'est pas grave, hein, il suffira de le refaire. C'est pas très dur à refaire comme expérience. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la bouteille s'est... Et puis là, d'ailleurs, c'est fini. Ma bouteille est redevenue normale. Vraiment, juste quand je l'ai mise quand je l'ai sortie du congélateur, elle était écrasée. Et plus maintenant. Est-ce que effectivement, il y a un peu de glace dedans? C'est pour ça que ça fait ce bruit-là. C'est un peu une maracas. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi la bouteille s'est écrasée? Alors, on a pas mal de suppositions. Quelqu'un nous parle de pression et qui dit qu'il y a une pression à 10 tonnes par mètre carré et donc si la pression diminue, ça appuie fort. Donc là, c'est l'idée que la pression a sûrement diminué dans la bouteille pendant l'expérience. On a après des choses assez mathématiques avec PV égale NRP. Il y a Bruticor qui nous dit qu'il n'a pas de congélateur et qui demande si de l'azote liquide peut faire l'affaire. Bien entendu, c'est juste que si tu es confiné avec de l'azote liquide, c'est particulier. Oui, on a mis la bouteille, elle est aplatie, dure à manipuler, il y a de la buée, elle était vide, mais il y a quand même des petits glaçons. Ok, donc elle s'est contractée. On nous dit que donc, ça a un lien avec la température. Alors c'est vrai, oui, il y a Dorémis qui nous dit que ça dépend de la température. Oui, ok, donc c'est vrai, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le congélateur. La grosse différence entre dans le congélateur et ici, c'est que la température n'est pas la même. On nous parle de pression, et pourtant, la pression dans le congélateur, est-ce qu'elle est différente de celle qui est à l'extérieur? Si jamais vous pouvez essayer, vous pouvez prendre peut-être, alors pas maintenant, mais si on vous posait la question, vous pouvez prendre un baromètre qui mesure la pression, le mettre là, ensuite le mettre dans votre congélateur, voir si tout d'un coup la pression est différente, et vous verrez que normalement il n'y a pas de grosse différence. C'est effectivement pas... La pression dans le congélateur n'est pas différente de celle qui est dehors, mais la bouteille s'est quand même écrasée. On n'a jamais les sciences qui nous dit parce que l'air chaud prend plus d'espace. Et c'est vrai, on peut commencer à se rendre compte que c'est ça le point commun. C'est aussi pour ça que si Brucicor le met dans de l'azote liquide, ça va faire la même chose. S'il le met dans de l'azote liquide, donc un liquide à moins 196 degrés, la bouteille va sûrement s'écraser aussi, parce que l'air, quand on le refroidit, il va prendre de moins en moins de place. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi l'air, quand on le refroidit, prend de moins en moins de place? Alors, la formule de la pression comporte la température. Donc, s'il fait plus froid, la pression baisse. Moi, j'ai une petite question tout d'un coup qui me vient en tête. À votre avis, si on met notre bouteille dans le congélateur, qu'on ferme le congélateur et que là, on le branche, et avant, il n'était pas branché, est-ce qu'au bout de 2 heures, on aura le même comportement ou pas? Bonjour Delcera qui vient d'arriver. Alors, je répète ma question. On est en train de mettre des bouteilles dans le congélateur, mais c'est une expérience de pensée, parce qu'on l'a fait, certains et certaines d'entre vous l'ont fait avant l'activité.
Si je prends une bouteille, que je la ferme, que je la mets dans le congélateur qui est débranché pour l'instant, je ferme mon congélateur et que là, je branche mon congélateur. Est-ce que ma bouteille sera écrasée en sortie du congélateur comme elle l'était quand on l'a mise directement au congélateur branché? Alors, nous répond oui. Nous répond oui, que ça fait la même chose. Tout le monde dit oui. D'accord. Eh bien, vous n'aurez qu'à faire l'expérience. Ok, très bien. Et on va essayer de comprendre maintenant. Donc, vous nous avez parlé beaucoup de pression, de volume, surtout qu'il y a débat hein, sur ça marche pas. Vous nous avez parlé de pression, de volume. On est d'accord sur un fait. On a sorti la bouteille, elle était comprimée, effectivement, elle était aplatie. On va essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la bouteille pour que les choses prennent moins de place. Donc, Paul, tu peux peut-être reprendre le relais là-dessus. Alors, donc, ce qu'on constatait quand on sortait la bouteille du congélateur, c'était qu'elle s'était écrasée, donc elle avait réduit son volume. Pour la pression, alors, au moment où telle que la bouteille est, ce qu'il faudrait pour savoir si la pression est la même à l'intérieur et à l'extérieur, c'est qu'il faudrait la mesurer. Bon, là, on n'a pas trop de quoi faire ça. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est vraiment que le volume s'est réduit. Pourquoi le volume s'est réduit? Alors, il y a plein de choses sur le chat, mais j'ai du mal à suivre parce qu'il se passe beaucoup de choses. Pourquoi le volume s'est réduit? Eh ben, vous avez raison, souvent, quand on baisse la pression d'un gaz, son volume va se mettre à réduire. Pourquoi le volume d'un gaz se met à réduire? Alors, on peut y répondre en utilisant des formules. Il y a des formules qui permettent de le comprendre, qui permettent même de le calculer. Je vais passer plusieurs fois dans le chat la formule qu'on appelle PV égale nRT, qui est une formule qui permet de prédire et de comprendre le comportement d'un gaz quand on augmente sa pression, baisse sa pression, augmente sa température, baisse sa température, etc. Et pour montrer que tout est lié, la pression, la température, le volume, la pression, la température et le volume. Je crois que j'ai une équation. Tous ces trois trucs-là sont reliés. Quand on en change un, on va changer les autres dans un gaz. D'accord. Et alors pourquoi finalement, pourquoi quand on baisse la température, est-ce qu'on peut essayer de comprendre le phénomène plus fondamentalement et sans passer par une formule, pourquoi quand on baisse la température, les gaz se mettent à prendre moins de volume? Pour comprendre ça, on va essayer, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire la température. Peut-être de façon très très simple. Qu'est-ce que c'est la température d'un objet, de quelque chose ou d'un gaz de façon très très très, très simple? Est-ce que vous sauriez nous dire dans le chat ce que c'est pour vous la température? Qu'est-ce que ça représente? L'agitation moléculaire, on nous dit. Est-ce qu'il y a d'autres réponses qui arrivent? La température, ça représente la chaleur. Alors, du coup, ça décalerait complètement ma question vers, du coup, c'est quoi la chaleur? Mais pour l'instant, donc, on nous dit le chaud, le froid, les molécules qui bougent plus ou moins vite, l'agitation moléculaire, les chocs. Du coup, je suppose, entre les molécules, la chaleur, ça mesure la chaleur. Donc, il y a un peu deux choses qui se partagent. Le frottement des molécules. Il y a deux choses qui se partagent dans le chat, dans ce que vous nous dites. Il y a certains qui parlent de chaleur. Alors, du coup, j'aurais presque envie de demander, mais qu'est-ce que c'est la chaleur exactement? Et d'autres personnes qui nous disent c'est lié la température avec les mouvements des molécules, comment les molécules elles bougent et qu'est-ce qu'elles ont comme énergie pour bouger. Ok. Pour ça, pour vérifier si effectivement il y a un lien entre les mouvements moléculaires et la température, on va vous proposer une petite expérience, une deuxième expérience. Alors pour ça, comment je vais faire? Alors pour ça, si vous voulez la faire avec nous, vous allez avoir besoin de 2 verres, si possible identiques. Et si vous n'avez pas des verres, ça peut être des pots de confiture, ça peut être n'importe quoi, plutôt quelque chose en verre que quelque chose en plastique, parce qu'on va mettre de l'eau chaude dedans, très chaude. Et le verre, si on met de l'eau très chaude doucement dedans, ça va. Le plastique, il peut peut-être un peu se tordre, donc comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que ce soit 2 contenants le plus identiques possible et transparents. Oui, transparent. Vous allez avoir besoin d'eau chaude. Pour ça, je vais mettre en route ma bouilloire derrière. Du coup, ça va faire un petit peu de bruit pendant 30 secondes. Et vous allez avoir besoin d'eau froide. Donc, je vais aller chercher des glaçons dans mon congélateur pour être sûr d'avoir l'eau la plus froide possible. Et donc, de votre côté, vous pouvez vous faire chauffer un petit peu d'eau.
Vous pouvez aussi, juste si vous n'avez pas le temps d'aller chercher la bouilloire, faire couler de l'eau chaude au robinet, et puis après faire couler de l'eau froide. Il y aura une différence de température qui ne sera pas aussi élevée que quand on fait bouillir ou avec des glaçons, mais ce sera déjà ça. J'ai juste envie, pendant que Paul va chercher son eau chaude, de rebondir. Il y a une belle discussion qui s'est engagée là dans le chat sur le cas de l'eau. Parce qu'il y en a qui ont été un petit peu alertés par le fait que quand on a mis la bouteille dans le congélateur, son volume a diminué. Et il y en a qui disaient oui, mais c'est bizarre parce qu'un glaçon, pourtant, ça prend plus de place que de l'eau. Donc on dirait que quand on va vers du plus froid, ça va plutôt augmenter de volume. Effectivement, comme quelqu'un le disait, il y a un cas particulier ici avec l'eau. Vous pourrez vous renseigner un peu plus là-dessus. C'est assez intéressant. Est-ce que Paul, tu es prêt? Il est quasiment prêt, je crois. On voit qu'il ouvre son congélateur, etc. Et si on n'a pas de glace d'eau, la glace carbonique, l'azote liquide ou l'hélium liquide peut aussi faire l'affaire. Voilà, que des choses qu'on peut avoir chez nous. L3G33K, tu vois, peut-être ça. Profites-en. Et je crois que Paul va arriver. Est-ce que vous avez réussi de votre côté à rassembler un petit peu de matériel, colorant? Est-ce que pendant ce temps-là, oui, si vous avez pu ramasser un peu tout le matériel, vous allez pouvoir faire l'expérience en même temps que moi. Très bien. Très bien. Alors, donc moi, j'ai de l'eau très froide. Tac, je l'ai préparée, je suis en train de la refroidir avec plein de glaçons. Est-ce qu'on a plus froide possible? Voilà, j'essaye de ne pas mettre les glaçons sur mon ordinateur, ce serait bien aussi. Voilà. Et pour avoir de l'eau chaude, j'ai refait bouillir de l'eau qui est là. Je vais la chercher. Donc, ce que je vous propose, alors je vais aussi... Est-ce que vous voyez là? C'est pas encore parfait. Bon. Je déplacerai ça quand je serai prêt. Donc, j'ai 2 verres. Je vais me servir un verre d'eau chaude avec de l'eau vraiment très chaude et je vais la mettre dans le verre. Du coup, si vous faites ça chez vous, faites comme moi, faites attention. Si c'est des verres en verre, que vous versez l'eau chaude directement dessus très violemment, vous le remplissez, il y a une chance pour que le verre se brise parce que sous l'effet de la chaleur, il peut se briser. Donc, si vous le faites, faites-le doucement. C'est-à-dire, mettez juste un petit peu d'eau d'abord pour réchauffer le verre et un petit peu, et un petit peu, et un petit peu, pas trop brusquement. Et normalement, votre verre, il devrait tenir. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, j'ai plus jamais cassé un seul verre en versant de l'eau chaude dedans. Dans l'autre verre, on va mettre l'eau glaciale. Et ce qu'on va faire comme expérience, c'est que ça va être le moment d'utiliser le colorant alimentaire. On va mettre une goutte de colorant alimentaire dans l'eau chaude et une goutte de colorant alimentaire dans l'eau froide et voir si ça fait une différence. D'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, si vraiment la différence entre quelque chose de chaud et de froid, c'est l'agitation des molécules, alors dans le verre d'eau chaude, les molécules devraient être plus agitées que dans les verres d'eau froide. Donc, qu'est-ce qu'on devrait voir comme différence? Qu'est-ce que ça devrait impliquer? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez qu'on devrait voir dans le chat? Avant de faire une expérience, c'est toujours important de faire des hypothèses. Et ensuite, on les vérifie en faisant l'expérience. Alors, pour l'instant, il y a un débat sur le LET, mais sinon, est-ce que vous avez entendu? Donc, je vais reposer ma question. Si je me sers un verre d'eau chaude, je me sers un verre d'eau glaciale, dans le verre d'eau chaude, je mets une goutte de colorant, dans le verre d'eau froide, je mets une goutte de colorant, et je veux voir si on voit une différence. Tout à l'heure, vous nous avez dit, dans l'eau chaude, en tout cas dans ce qui est chaud, les molécules ont plus d'énergie d'agitation. Dans l'eau froide, les molécules en ont moins. Du coup, vous pensez que le colorant va se répandre, va se diffuser, va se mélanger plus vite dans l'eau chaude, je suppose. Oui, colorer l'eau chaude. Donc, vous pensez que l'eau chaude va se colorer plus vite et que l'eau froide, du coup, plus lentement. On va essayer. Alors, je finis de me servir mon verre d'eau chaude. Je me sers. Oui, elle est bien froide. Pendant ce temps-là, il y a le geek, maintenant je prononcerai bien, qui nous dit que la diffusion est plus rapide dans l'eau chaude sûrement, mais avec cette idée que en fait, ça reste une agitation qui est au niveau des molécules et pas forcément à un niveau plus grand que celui du liquide.
Donc pas certain non plus que ça se passe comme ça. Et je vais rapprocher ça. Vous voyez peut-être mieux. Parce que. Alors, attendez. On voit Fond bien. blanc On voit derrière. bien les verres. Je sais pas si ça change grand-chose, mais ça. Ouais, attendez. Je galère un peu parce que. Hop là. Ça, c'est le verre d'eau chaude. Et ça, c'est le verre d'eau très très pas pratique là où il est Alors, situé la caméra. Ça, c'est le verre d'eau froide. Vous voyez bien, parfait. Dans l'eau froide, alors effectivement, le colorant est tombé au fond. En fait, dans l'eau chaude, le colorant est tombé au fond aussi, mais très vite, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on ne s'en rend plus trop compte que le colorant est tombé au chaude. Le colorant dans l'eau froide, il se diffuse très, 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 très peu. Là, on voit, là, j'ai perdu le contrôle de ma caméra, pardon. Là, on peut voir dans l'eau froide que, alors ça a l'air d'être très, très flou, mais on voit exactement là où le colorant est passé, mais il se diffuse quasiment pas. Il se diffuse quasiment pas du tout. Il se diffuse très, très, très lentement. Là, si on attend pendant encore 10 minutes, on finira par voir que ça se diffuse, mais c'est très, très lent. Alors que dans l'eau chaude, le colorant s'est diffusé partout en 10 secondes. Donc là, on voit bien la différence et ça va très bien avec. Ça confirme les hypothèses que vous avez faites, effectivement. Dans l'eau chaude, les molécules, comme elles bougent plus vite, ça se diffuse beaucoup plus vite, alors que dans l'eau froide, les molécules d'eau, comme elles bougent beaucoup moins vite, ça se diffuse beaucoup plus lentement. et effectivement, quelqu'un disait dans la vie de tous les jours, on le sait, parce qu'on a déjà remarqué que le thé se diffuse beaucoup mieux dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Exactement, c'est pour ça qu'on fait plus facilement son thé dans de l'eau chaude que dans de l'eau froide. Ça marche aussi dans l'eau froide, c'est juste que ça prend 6 heures. Et c'est comme ça qu'on peut faire certains thés froids. Mais c'est très très lent. J'ai vu aussi passer d'autres remarques. Est-ce que si on le fait avec du jus de betterave, ça change le résultat? C'est une excellente question à laquelle je pense que la meilleure réponse, c'est de le faire et de voir si avec du jus de betterave, on voit la même chose. Moi, j'aurais tendance à dire que ça ne change pas le résultat, mais à vérifier. Qu'est-ce qu'on dit? Tac, 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 tac. Très bien. Il y a une remarque. Quelqu'un a cru voir une différence de couleur dans l'eau chaude. Alors moi, C'est de là où je suis, je vois pas de différence, à part que effectivement, là où dans l'eau chaude, dans l'eau froide, là où le colorant s'est pas mélangé, bah forcément, là où il y a du colorant, c'est plus foncé. Mais mon colorant à moi a l'air de faire la même couleur dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Peut-être que chez vous, vous avez des colorants qui sont pas les mêmes que moi et qui peuvent avoir des réactions, peuvent avoir des couleurs légèrement différentes en fonction. On nous demande si ça marche avec autre chose que de l'eau. Bah, c'est une très bonne question aussi. J'aurais tendance à penser pareil que oui, si on fait ça avec autre chose que de l'eau, mais alors, il faut faire ça dans un liquide transparent, sinon vous verrez rien du tout. Et si vous faites ça dans de l'alcool ou dans du vinaigre ou dans de l'huile, je suppose que ça va marcher aussi. Sauf que si vous faites ça dans de l'alcool chaud, vous allez prendre des vapeurs d'alcool dans la figure et c'est pas terrible. Si vous faites ça dans de l'huile chaude, c'est pas super non plus. Au moins avec l'eau, c'est pas trop dangereux. Mais si vous êtes vraiment curieux, vous pouvez essayer de trouver un autre liquide transparent qui soit pas trop dangereux et tester la même expérience si vous avez un colorant qui se mélange à ce liquide. Parce que si je fais cette expérience avec de l'huile, mes gouttes de colorant qui se mélangent à l'eau, ça va pas du tout, ça va rien faire parce que de toute façon ce colorant va se diffuser. Ok, donc toute cette introduction, c'était un peu pour être sûr de bien comprendre et de bien définir. La caméra est figée. Moi, je me vois bouger, donc ça veut peut-être dire qu'il faut que tu... Louis Revo, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu recharges la page. Donc voilà, ça c'était une petite introduction pour parler de température. La température, c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on connaît. On parle souvent, il fait chaud, il fait froid, ceci, cela. Comprendre ce qu'il y a derrière ce mot température, peut-être une des bases qu'on peut se mettre en tête, c'est que la température, c'est une façon de mesurer et de ressentir l'agitation des molécules, l'agitation donc de la matière à une échelle atomique. Et maintenant qu'on sait le définir, maintenant qu'on a une idée de ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'on sait le mesurer. Les molécules, elles peuvent être très agitées, un peu agitées, pas du tout agitées. Comment on peut faire pour mesurer ça?
Est-ce que vous avez une idée déjà? Donc, vous pouvez nous mettre dans le chat si vous avez une idée de comment faire pour mesurer l'agitation des molécules. On pourrait mesurer le volume, sans précision sur le volume de quoi, avec un thermomètre. Un thermomètre, c'est un outil de mesure de la température, absolument. Ça pose la question du comment est-ce que ça fonctionne. Comme oui, il y a la une bonne bouteille au question. congélo. On nous a demandé tout à l'heure, on va peut-être s'arrêter 2 secondes là-dessus, mais c'est quoi une molécule? Est-ce que dans le chat, les personnes qui pourraient nous aider à définir, pour qu'on soit tous d'accord sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est une molécule? Déjà, avant de répondre à comment on mesure la température, puisqu'on a parlé de molécules pendant un quart d'heure, 20 minutes, peut-être définissons ce mot. C'est quoi une molécule? Est-ce que vous savez? Alors, il y avait déjà eu des réponses tout à l'heure, des éléments de réponse. Quelqu'un avait dit c'est des structures de base de la matière. Un assemblage de plusieurs atomes entre eux. Très bien. Donc effectivement, c'est la définition de molécule. Si vous regardez sur Wikipédia, dans un dictionnaire, on va vous dire une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Maintenant, du coup, la question, ça devient, c'est quoi un atome? Il demande si c'est une bactérie. Alors non, c'est pas une bactérie. Alors, on a une définition un petit peu plus technique, avec une molécule qui est une entité polyatomique de charge globale nulle. Alors... oui. Mais en tout cas, dans entité polyatomique, dans polyatomique, ça veut dire avec plein d'atomes. Donc ça reste toujours cette même définition, mais avec d'autres mots. Et il y a Tortulude qui nous fait plonger à un niveau plus petit en nous disant qu'un atome est un ensemble de protons, neutrons et électrons. Et un noyau. Rémi nous dit qu'un atome, c'est un bout de molécule, et ça, c'est une excellente définition. Donc effectivement, alors vous pouvez aussi regarder sur Google, ça marche très bien, mais on peut aussi répondre, nous, en fonction de ce que vous nous dites. Les atomes, c'est, comme ce qui vient juste de dire, c'est des constituants élémentaires de toutes les substances, de toute la matière. Toute la matière, si je regarde l'eau, si on la regarde avec un microscope hyper puissant, vraiment très 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 puissant, pas un microscope que je pourrais avoir chez moi, là, vraiment un microscope très cher et de laboratoire et que j'ai pas du tout chez moi, je pourrais voir que l'eau, c'est constitué de plein de tout petits grains. Et ces tout petits grains, on appelle ça des atomes. C'est vraiment minuscule, tout petit. Si jamais je regardais autre chose que l'eau, si je regardais le verre, je verrais qu'il est aussi fait de tout petits grains de matière qu'on appelle des atomes. Si je regardais la souris de mon ordinateur, je verrais qu'elle est faite de tout petits grains qu'on appelle des atomes. Si vous me regardiez moi avec ce même microscope, vous verriez que je suis fait de minuscules, tout petits grains qu'on appelle des atomes. Bref, toutes les matières, qu'elles soient liquides, qu'elles soient solides, qu'elles soient gazeuses, même l'air, si on le regarde avec un microscope et qu'on arrive à le piéger quelque part, on va réussir à voir que c'est fait de tout petits grains qu'on appelle des atomes. Toutes les matières qui existent sont faites de ces petits grains qu'on appelle des atomes. Quand plusieurs de ces atomes sont attachés ensemble par un type de liaison très fort, qu'on appelle les liaisons covalentes, qui ont été nommées dans le chat, alors on appelle ça une molécule. Donc une molécule, c'est juste un assemblage de petits grains qu'on appelle des atomes. L'eau, c'est constitué majoritairement de molécules d'eau, et les molécules d'eau, c'est des assemblages de 3 grains. Donc tout ça, là, c'est plein de chaînes de 3 grains qui se baladent les uns à côté des autres. Tout est composé d'atomes, sauf le vide, nous dit J'aime les sciences. Voilà, tout ce qui est une matière composée d'atomes. Je propose qu'on... Les personnes qui ont envie de creuser là-dessus pourront creuser. On a déjà pas mal parlé. Je pense qu'on va pouvoir avancer. On va juste revenir sur ce que Del Serra demandait. Est-ce que si les molécules d'eau qui sont contenues en nous, dans nos cellules, s'agitent plus aussi? Si la température a augmenté et que cette eau est à une température supérieure, alors elle s'agite plus aussi. Et la question après, c'était est-ce que c'est ça qui nous fait ressentir la chaleur? Et là, avec Paul, je crois qu'on va avoir envie de renvoyer à l'animation qui aura lieu vendredi, où on va plus parler de température du point de vue du ressenti par le corps. Vous avez des questions sur comment on ressent la température, pourquoi on sent que certaines choses sont chaudes, d'autres sont froides, et comment ça fonctionne? Toutes ces questions-là, vous aurez sûrement plein de réponses là-dessus ce vendredi avec l'animation de Pania et Clémentine. Donc, maintenant, on vous propose de passer à la suite. Alors,
Si on fait un petit peu, donc déjà à ma droite, là, vous voyez qu'il y a l'autre droite, il y a du matériel qui est listé. Je vous laisse le lire pendant que je parle. C'est ce dont on va se servir dans cette première phase. Si je fais un peu le bilan de ce qui a été dit dans le chat quand Paul a demandé comment, d'après vous, on pouvait mesurer la température, il y a deux grandes choses qui sont sorties. En regardant des changements de volume, puisqu'on a vu qu'avec notre histoire de bouteille dans le congélateur, le volume avait changé. Et l'autre, c'était en regardant l'agitation. En fait, c'est un peu... On a fait en quelque sorte deux thermomètres avec Paul. On a mis une goutte dans de l'eau et on a vu qu'elle ne réagissait pas pareil suivant la température du liquide. Donc si on était capable, en fait, de caractériser très bien, de reconnaître la forme que tout d'un coup ça prend et ce qui se passe avec notre colorant, alors on serait capable de dire il fait 28 degrés. Bon, c'est pas évident. Pareil, une bouteille, apparemment, elle se contracte ou, au contraire, elle va se dilater, s'il fait chaud, en fonction de la température. Et donc ça veut dire que, théoriquement, ça, là, ma bouteille, c'est un thermomètre. Il suffit juste que vous ayez l'œil assez fin pour repérer, avec un changement de 3 degrés, que la bouteille a changé légèrement de forme. Et comme ça, c'est quand même pas terrible. C'est un petit peu compliqué de voir les changements de forme de la bouteille. Et ça le serait encore plus avec une bouteille en verre, hein, pour répondre à la question du chat. Le verre se déforme quand même pas autant que le plastique. Si le verre se déforme, il se casse. Donc, on est vite embêté. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bouteille en plastique. Celle qui, il y en a qui l'avaient mise au congélo, vous gardez la même. Les autres, prenez-vous un contenant en plastique, en forme de bouteille, c'est bien. Ce qui est important, c'est que ça ait un bouchon. Et là, notre objectif, ça va être de regarder exactement le même phénomène. C'est-à-dire qu'avec la température, l'air occupe plus ou moins de place. Donc, va se contracter ou se dilater. Mais seulement, c'est pas très visible, juste en regardant la bouteille. Donc, on va essayer de le rendre visible en regardant un niveau de liquide qui va changer en fonction de ça. Et donc là, c'est parti. Je vais juste faire passer un peu le matériel devant la caméra, le matériel dont on va avoir besoin. Alors, je vais changer un petit peu l'orientation de ma caméra pour me mettre comme ça. Hop. Et je vais allumer une lumière. De quoi va-t-on avoir besoin? Alors, comme c'était listé, on va avoir besoin à nouveau de colorants alimentaires. Parce que le but, ça va être de regarder un niveau de liquide qui va changer en fonction de la température. Alors attendez, parce que comme c'est à l'envers, il faut que je comprenne un petit peu où je vais. Je vais ici. Voilà. On va avoir besoin aussi d'une bouteille. C'est une bouteille d'une marque totalement inconnue. Personne ne connaît ça. On aura besoin de pâte à fixe. Alors moi, j'ai pris de la pâte à fixe. S'il y en a qui ont un pistolet à colle chaude, pourquoi pas. La pâte à fixe, ça marche assez bien et c'est plus rapide à mettre en place. Alors, on nous demande, Maxime, oui, si c'est grave si on n'a pas de bouteille en verre pour cette partie-là. C'est pas très grave si on n'a pas de bouteille en verre. Cette expérience, vous pouvez la faire avec une bouteille en verre, mais vas-y. Oui, vous pouvez la faire avec une bouteille en verre. C'est juste que vous allez avoir un bouchon un peu différent et le bouchon, on va devoir le percer. Mais ça se perce. De toute façon, c'est ce qu'on compte faire en vrai. On compte percer le bouchon d'une bouteille en verre après. Donc, c'est une expérience qui est plus facile à faire avec une bouteille en plastique, mais si vous avez une bouteille en verre, prenez une bouteille en verre, ça marche aussi. Donc, on a besoin de ça. On va avoir besoin à un moment de percer notre bouchon. Et pour ça, vous pouvez vous prendre juste un tournevis cruciforme. Bon. On va aller faire un petit trou avec le tournevis dans le bouchon. Je mets ça là. Une bouteille en verre avec un bouchon beaucoup plus résistant. Et on utilisera dans ce cas-là le grand couteau de cuisine dont je vous ai parlé, mais j'aimerais bien vous montrer avant que vous le fassiez. Ensuite, pour voir un niveau de liquide qui va changer, on va avoir besoin d'une sorte de tube. Alors une paille transparente, ça fait l'affaire, mais je pense que le truc le plus commun qu'on ait chez nous, c'est les tubes qui plongent à l'intérieur des produits pour laver les vitres. Donc, on ne va pas détruire ce truc-là. On va juste aller retirer le tuyau. On peut tirer sur le tuyau et on peut le remettre après la fin de l'expérience. Donc, j'ouvre mon produit. Hop.
je sors le tuyau, je me retrouve avec ça. Et là, je vais tout simplement tirer sur le tuyau et je le remettrai quand j'aurai fini l'expérience. Tac, c'est parti. Je vais refermer mon produit pour ne pas en mettre partout. Hop. Donc je me retrouve avec tous ces ingrédients-là, ici. On demande si c'est grave si la paille est très très petite. Si elle est très petite en diamètre, c'est super en fait. Si elle est petite en hauteur, par exemple si elle fait que 3 cm, c'est un peu gênant. Parce qu'on va avoir besoin, vous allez voir, qu'elle plonge un peu dans la bouteille quand même. Parce qu'on va mettre du liquide dans la bouteille, mais pas jusqu'en haut. Et donc on va avoir besoin que la paille puisse plonger d'au moins 6 cm, on va dire 5-6 cm dans la bouteille. Donc en gros, pour résumer pour tout le monde, si la paille que vous avez, elle est d'un diamètre tout petit, c'est cool, c'est très bien. Si la paille que vous avez, elle est en hauteur, elle est très petite et elle est même plus petite que la moitié de la taille de la bouteille que vous allez utiliser, ça risque d'être un peu trop court. Si vous n'avez pas le choix, utilisez quand même cette paille-là, c'est pas grave. Hein. Mais si vous avez une paille plus grande en hauteur, c'est mieux. Et on passe à l'élément suivant. On veut du liquide, bon, on va tout simplement mettre de l'eau. Là, j'ai une carafe d'eau. Et je vais remplir ma bouteille, on va dire à peu près jusqu'à ce niveau-là. Peu importe, en fait. C'est pas grave si vous n'êtes pas exactement au même niveau que moi, c'est pas grave si vous n'avez pas la même forme, etc. Delcera, pour répondre à ta question sur ah, mais on a deux bouteilles, verre et plastique, laquelle on garde, etc. On va de toute façon faire quelque chose avec du verre après, et c'est plutôt celui-là qu'on va vous inviter à garder ensuite. Donc là, pas de souci, on peut le faire en plastique si on veut. Le meilleur thermomètre, on le fera après cette expérience-là. Donc gardez la bouteille durable pour l'expérience d'après. Donc c'est parti. Je vais verser de l'eau dans ma bouteille jusqu'à peu près ce niveau-là. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes de colorant pour qu'on puisse bien voir le liquide. Et ensuite, il va falloir qu'on perce le bouchon, qu'on insère la paille et qu'on rende tout ça hermétique. Et c'est là que ça va être un petit peu technique parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui puisse sortir de la bouteille. Donc, déjà, versons notre eau. Et après, je mettrai ma petite bouteille de côté. Je verse. Là, je suis en train de me dire que tout d'un coup, j'ai pas été très intelligent parce que j'aurais dû mettre de l'eau un peu tiède, comme ça, mon colorant se serait mieux diffusé dans l'eau, mais c'est pas grave. Oui, on peut aussi mélanger. On peut aussi mélanger. Donc, je vais mettre plus rapidement. Je me mets quoi? J'ai mis 5, 6, 7. J'ai mis 7 gouttes de mon colorant alimentaire. On va voir ce que ça donne. Je le referme. Je vais refermer ma bouteille juste le temps de mélanger un petit peu. Hop. En secouant ma bouteille. Et voilà, j'ai mon liquide coloré. Très bien. Celui-là, je vais me le mettre de côté, mais je vais garder le bouchon parce que maintenant, il faut qu'on s'occupe du bouchon. Il va falloir le percer et insérer la paille à l'intérieur. Quelqu'un me parle de fusée dans l'eau? Oui, parce que ça peut être aussi la première étape pour la fabrication d'une fusée. Mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Je mets ma bouteille de côté et comme j'ai un petit peu envie de protéger mon espace de travail et que je vais percer quelque chose, je vais me mettre une planche à découper. Donc ça, je ne l'avais pas dit, mais vous pouvez vous prendre une petite planche à découper. Bon, après, c'est assez simple hein, pour percer un bouchon, surtout quand il est en plastique. Je vais le percer en son centre. Et je vais juste arriver avec mon tournevis au milieu, par-dessus, et appuyer dessus tout en tournant un peu le tournevis jusqu'à ce que ça crée un trou. Donc là, je suis en train d'appuyer sur ma planche. Je peux aussi tourner un peu le bouchon. Hop. J'ai mon trou qui est en train de se créer. Vous le voyez peut-être pas encore, mais moi, je commence à le voir. Et bah, je vais continuer en retournant le bouchon. Comme ça, là, je vais pouvoir plus facilement entrer dans le bouchon avec le bout de mon tournevis. Et je veux faire un trou qui permette à mon tube de passer. Donc si vous avez une paille, vous allez devoir faire un trou un peu plus grand que le mien. Et j'aime les sciences, on va voir ce qui va se passer. Si l'eau est chaude, est-ce qu'elle prendra plus de place et remontera dans le tube? On va voir.
Donc, maintenant, j'ai mon bouchon avec le trou. A priori, ça correspond pas mal, c'est chouette, au diamètre de mon tube. Et donc là, j'ai un tube qui traverse le bouchon, qui est prêt à plonger dans ma bouteille. Mais le problème, c'est que je veux que l'air, à l'intérieur de ma bouteille, je veux que l'air, comme dans le congélateur, soit prisonnier de ma bouteille. Et là, si je referme ma bouteille et que je plonge ma paille dans la bouteille, le trou que j'ai fait dans mon bouchon n'est pas hermétique. C'est sûr qu'il y a un peu d'air qui peut passer. On va le rendre hermétique et pour ça, on va utiliser un peu de pâte à fixe. Alors, je vais laisser ma paille plonger de cette manière-là dans mon bouchon. Et c'est là que c'est un peu technique. C'est parti. On va se faire un boudin de pâte à fixe. J'aime les sciences, je me demande s'il fait trop chaud, l'eau va déborder, non? Ben, on va voir. Fais-le. Et puis, s'il fait trop chaud et que l'eau déborde, tu pourras dire que oui. En tout cas, moi, je vais le faire avec de l'eau froide, donc c'est pas sur ce qu'on va faire à l'écran qu'on va pouvoir vérifier ça. Mais Nafissa pense que oui. J'ai pris un bout de pâte à fixe. Je vais en faire un boudin long et fin, parce qu'ensuite, j'ai envie d'enrouler ce boudin autour de ma paille, comme ça. Mais là, mon boudin, il n'est pas encore fait, donc d'abord, je le fais. Je le roule entre les doigts, tac, 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 tac. J'en fais un long boudin. Voilà. J'obtiens quelque chose comme ça. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des problèmes avec les étapes qu'on est en train de faire. Si jamais il y a un problème, vous nous le dites dans le chat, vous l'envoyez par mail et on essaye de vous aider. Et alors là, je vais vous expliquer ce que je vais faire et pourquoi j'ai autant sorti la paille. Vous voyez, le dessous du bouchon est ici, en dessous. Et je l'ai autant sorti parce que l'idée, ça va être de créer donc une sorte de petit serpentin autour de la paille en enroulant. Et ensuite, de ramener la paille vers le haut, ce qui va écraser mon petit enroulement de pâte à fixe sur l'intérieur du bouchon. Et là, j'appuierai bien. Ça devrait clore complètement, rendre hermétique ma bouteille. Donc, pour ça, il y a un truc auquel faire attention, c'est l'endroit où on va le mettre par rapport à notre tube, parce qu'il faut quand même que ça plonge dans l'eau une fois qu'on l'aura remonté. Donc moi, je vais le mettre vers... Oh, non, plus haut. Vers là, sur ma paille. Et donc là, c'est parti. Je me fais le petit enroulage dont je parlais. Et je ne vais pas boire à la paille, tout simplement parce que c'est un tube en fait qui plonge dans un produit lave-vitre. Et j'ai pas très envie de boire du produit de la vitre parce que j'ai pas bien lavé ce tube-là. Une fois que j'ai fait mon petit boudin, pendant que tu le fais, je répète à Del Serra et aussi à toutes les autres personnes qui n'auraient pas forcément compris ce que c'est que cette phase-là. Donc, la pâte à fixe que Maxime vous conseille de faire, c'est d'en faire une sorte de boudin pour pouvoir l'enrouler autour de la paille. Et une fois que vous l'avez enroulé autour de la paille, vous pouvez tirer la paille dans... C'est ce qu'il va faire maintenant. Voilà, je vais le faire maintenant. On va tirer la paille dans le trou du bouchon et du coup, la pâte à fixe va se coincer dedans et du coup, ça empêchera l'air de passer autour de la paille. C'est ça. De ce côté-là, j'ai l'intérieur de ma bouteille, en fait, là où j'ai ma main qui tient le tube. Et maintenant, je vais pousser ma paille vers l'extérieur du bouchon, ce qui va venir dans mon bouchon, mon petit serpentin, pardon, j'essaie de bien, mon petit serpentin de pâte à fixe. Mais je vais même l'aider en plus. Avec les doigts, tout en poussant la paille, je vais appuyer sur mon petit boudin de pâte à fixe pour en faire une sorte de petit volcan qui va venir s'écraser sur l'intérieur du bouchon. Pas évident à montrer là, mais vous voyez ce que je veux dire. J'appuie pour faire un petit volcan. Et le bout de la paille devra absolument toucher l'eau. Il devra plonger dans l'eau. Alors, cette étape-là, si là vous la réussissez pas du premier coup, c'est pas grave parce qu'on va la refaire après. Et si vous l'avez réussi, ça vous aura fait un entraînement. Entraînez-vous quand même. Donc là, vous voyez que à la fin, j'obtiens quelque chose comme ça. Pour répondre à Del Serra, le bout de la paille n'a pas besoin de toucher le fond, mais le bout de la paille, donc du côté de l'intérieur de la bouteille, il aura besoin d'être plongé dans l'eau. Je rapproche la lumière, je ne sais pas si c'est beaucoup mieux. Vous voyez que là, maintenant, ma pâte à fixe, elle est au fond de mon bouchon et elle est un petit peu en forme de volcan. Ouais, je vais
peut-être éloigner la lumière, j'ai l'impression que ça éclaire un peu trop. Voilà. Bon, de toute façon, on va avoir une deuxième chance après celle-là. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, j'ai fini. J'ai fait un trou dans mon bouchon. J'ai glissé le tube. On a fermé hermétiquement notre petit trou autour du tube. Donc maintenant, on va refermer la bouteille. Et donc, que se passe-t-il si on n'a pas bien fermé le bouchon avec notre pâte à fixe? Ça veut dire qu'on va avoir de l'air qui va pouvoir sortir de l'intérieur de ma bouteille. Et là, si on se rappelle de ce qui s'est passé au début du chat, y a des gens qui avaient mis leur bouteille vide, fermée dans le congélateur. Quand ils l'ont ressortie, elle était aplatie. Il y en a qui n'avaient pas mis de bouchon. Quand ils l'ont ressortie, elle n'était pas aplatie. Donc ça veut dire que si l'air n'est pas coincé à l'intérieur, il ne va pas pouvoir se rétracter. Il y a sûrement de l'air qui va rentrer par l'extérieur quand on refroidit, ou le contraire, si on chauffe, de l'air qui va sortir en fait de mon bouchon, et donc ça ne va pas pouvoir marcher. Pourquoi? Parce que maintenant, toute l'idée de notre truc, c'est que si maintenant j'ai fermé ma bouteille là, normalement tout est hermétique. Si la température de l'air à l'intérieur commence à augmenter, qu'est-ce qui devrait se passer à votre avis? Donc si on chauffe l'air et qu'il ne peut pas s'échapper par autour de la paille, qu'est-ce qu'il va faire? On a donc de l'air en haut de notre bouteille, là, dans cette zone-là, qui a envie de se dilater. Et donc, effectivement, le geek nous dit l'air va se dilater, il n'a pas mis l'endroit où aller, il va pousser l'eau, et donc l'eau va monter dans le tuyau. Et le liquide va monter dans la paille. C'est exactement ça qui devrait se passer. Alors, testez chez vous. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer de rapprocher mes mains du haut de ma bouteille pour voir ce qui se passe. Alors, mon corps a une chaleur, et est-ce que vous voyez sur l'écran le niveau monter? Moi, je le vois. Je ne touche pas ma paille pour l'instant, mais le niveau de mon liquide est en train de monter. Je ne sais pas si vous le voyez. Je peux peut-être essayer de mettre une feuille blanche derrière la bouteille pour mieux voir. Ne bougez pas. En tout cas, on voit que la paille est devenue bleue. On ne voit pas très bien où est le niveau de l'eau dedans. Et on voit que chez toi, la paille est devenue bleue. Peut-être que chez vous, de toute façon, chez vous, si vous êtes en train de le faire, vous Ah, mais attendez, beaucoup mieux. j'ai une super solution. Je vais mettre ma petite lumière très forte juste à côté. Ah bah non, parce qu'on ne voit plus rien. C'est pas génial comme solution. Mais est-ce que sans la feuille blanche... Là... Ouais, non, c'est pas terrible. Bon, vous savez ce que je vais faire? Voyons voir. Peut-être. Mon liquide est en train de monter. Si tu mets peut-être essaye de mettre plus de colorant et si c'est plus coloré, ça se verra mieux. Non, ce que je vais faire en fait, c'est surtout que je vais la chauffer un petit peu plus. Parce que là, mon niveau a bien monté. Ah, on sort le sèche-cheveux. Très bien, Brucicor. Sors le sèche-cheveux si tu veux. Tu sais ce que tu vas faire. Moi, je pense que je vais juste tout simplement être au contact de ma bouteille cette fois. Je n'appuie pas dessus, ce serait de la triche. Mais cette fois, c'est plus seulement la chaleur par radiation de mon corps. C'est carrément la chaleur du contact de ma main. Et là, je ne sais pas si vous voyez, le niveau d'eau, il est ici. Il est arrivé au-dessus du bouchon. Est-ce que vous pouvez le voir? Là, en tout cas, il y en a dans le chat qui me disent qu'ils ont essayé et que c'est effectivement monté. Il y en a qui ont essayé de le mettre dans l'eau froide et qui ont revu le niveau d'eau descendre. Ok. Donc vous voyez un peu, j'ai pas mis beaucoup de colorant. En vrai, je garde mon colorant pour la meilleure partie. Alors, bon. En tout cas, il y en a qui l'ont fait, on l'aperçoit. Il faut faire quoi pour faire monter l'eau? Pour faire monter l'eau, il faut juste faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire chauffer la bouteille. Et en fait, pas n'importe quelle zone de la bouteille, on chauffe l'air. Parce que là, on exploite le phénomène qu'on a vu avec le congélateur. C'est qu'on est en train de chauffer l'air, qui se dilate, comme l'ont dit plein de gens dans le chat, se dilate, pousse sur l'eau, et l'eau remonte dans la paille, vu qu'elle peut remonter, elle. Et effectivement, si vous faites un coup de sèche-cheveux, comme le dit certains dans le chat, ça déborde de la paille directement. Et on nous demande aussi, est-ce que si la paille est plus fine, le liquide va monter plus rapidement? Je pense qu'effectivement, oui. Et le mieux, ce serait de tester. Si jamais tu as plusieurs, j'aime les sciences, si jamais tu as plusieurs tailles de paille, plusieurs diamètres de paille, tu pourras essayer et voir si dans les pailles plus fines, l'eau monte plus vite. J'aurais tendance à penser que oui.
puisque si l'eau, elle veut partir, si la paille, elle est fine, bah, si on veut faire partir une même quantité d'eau, si l'air pousse une même quantité d'eau, dans une paille plus fine, ça va devoir aller plus haut, parce qu'il y a moins de place. Mais, Et alors, pour la question, est-ce qu'on peut le mettre dehors? Maintenant, on va en refaire un autre un peu différent et on va utiliser à nouveau un tube comme ça. Donc, si tu veux mettre celui-là dehors et que tu peux récupérer un autre tube de liquide pchit ou une autre paille transparente, très bien. Sinon, vaut mieux que tu gardes ton tube. Bien. On n'est pas sûr sur la hauteur de la colonne d'eau. Il y en a qui nous disent non, ça ne dépend pas du diamètre de la paille. Faites des tests. Ce qui veut dire que définitivement, la meilleure façon d'être sûr, c'est de faire l'expérience. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, il y a deux choses qui sont intéressantes dans cette expérience. Vous pouvez refaire un peu. Si je mets mes mains sans toucher autour de la partie liquide, franchement, il ne se passera rien. Ça ne va pas monter. Ou ça va mettre très longtemps à monter. Par contre, si je mets mes mains sans toucher autour de la partie où il y a l'air, là, ça va monter. Ça dit deux choses. Ça dit qu'en fait, déjà, l'air se réchauffe rien que par radiation de la chaleur de mon corps. Mais ça veut aussi dire que notre thermomètre, là, ce truc qui réagit en fonction de la température, est quand même un petit peu trop sensible pour être un thermomètre qui peut être utilisable. Ceux qui ont mis un coup de sèche-cheveux, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est-à-dire que si on monte de 15 degrés, même si on le met un peu loin, même si on monte de 5 degrés, le liquide va sortir de la paille. Donc c'est pas génial si on veut se faire un thermomètre qu'on peut garder chez soi et qu'on ira regarder de temps en temps, où on pourra faire des traits en disant quand le niveau il est là, c'est 15 degrés, quand il est là, c'est 20 degrés. Parce qu'en fait, le liquide sortirait de la paille avec une variation de 5 degrés. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce que quand même beaucoup ont fait. Est-ce que vous savez à quoi fonctionne, quel est le liquide qui se trouve dans les thermomètres, les petits thermomètres rouges, très standard, il y a un liquide à l'intérieur. Alors on nous dit du mercure. Ouais, on nous dit qu'il y a du mercure. Effectivement, ça marche très très bien avec du mercure, mais je ne suis pas sûr que vous ayez du mercure chez vous. Et puis de toute façon, c'est très 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 toxique, alors on ne va pas vraiment faire ça. Mais effectivement, avec du mercure, ça marche très bien. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va chercher dans le liquide qu'on choisit pour un thermomètre? Qu'est-ce qui est important dans le choix qu'on fait du liquide qu'on va mettre dans un thermomètre? Donc on nous dit son coefficient de dilatation. On nous a aussi dit qu'il y avait de l'alcool dans les thermomètres. Sa viscosité, est-ce qu'il doit se dilater facilement, etc. C'est effectivement ce qu'on va regarder comme caractéristique du liquide pour notre thermomètre. Là, on a un thermomètre en fait à air. Et l'air se dilate énormément quand on le chauffe. Il se dilate trop, ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer des grandes variations de température. D'un autre côté, si on prend de l'eau, alors ceux qui n'ont pas d'alcool, ils peuvent le faire avec de l'eau, et c'est intéressant. Vous pourrez nous dire un petit peu ce que ça change. Si on prend de l'eau, l'eau ne se dilate pas beaucoup. Et donc c'est bien d'aller chercher un liquide qui se dilate quand même pas mal. Et ça, pour ça, l'alcool, c'est bien. Puis l'eau, elle a aussi un autre défaut, c'est que si vous voulez utiliser un thermomètre avec de l'eau dedans, en dessous de 0 degré, elle gèle, donc vous ne pouvez plus rien mesurer. Donc il faut trouver un liquide qui ne gèle pas à 0 degré. Ça arrive, vous essayez de mesurer une température, il fait moins 2, moins 3. Et bien il va être temps de passer dans ce cas-là la dernière phase de ce qu'on va faire ensemble. Et donc faire le thermomètre qui aura un petit peu plus de style et qui va être celui que vous pourrez essayer de garder, essayer d'étalonner pour savoir, suivant le niveau de liquide, à quelle température on est. Donc désolé, on va déborder un petit peu de notre heure, parce que je pense qu'on en a au moins pour 10 minutes encore. Donc c'est parti pour deuxième phase de construction. La construction va être franchement identique. On va devoir faire un trou, sauf que cette fois on aura un bocal en verre. Et donc il va falloir faire un trou dans le type de capuchon qu'ont les pots de confiture ou les pots à épices. Moi j'ai pris un pot à épices. Donc quel sera le matériel en plus qu'on va utiliser ici? Ça arrive. On va utiliser moi j'utilise un pot à épices. N'hésitez pas à vous prendre un pot de moutarde si vous le souhaitez. Très bien. J'ai pris un pot à épices, c'est ce genre d'épices là. Bon, ça c'est du chili. Voilà. Quand on ouvre un pot à épices de ce type là, on a un petit truc en plastique qu'on peut retirer facilement. Là, je prends juste un stylo, je le fais sauter. Ça ne nous intéresse pas.
Je me le mets Si de côté. chez vous, vous avez pris un pot de confiture ou vous avez pris un pot qui n'a pas un truc comme ça, c'est pas grave, hein, justement, si ça ne nous intéresse pas, on le vire. Donc si c'est un pot de confiture qui n'a pas de petits bitonniers en plastique dedans, c'est très bien. Très bien. Est-ce que le thermomètre qu'on va construire est dangereux à cause des vapeurs d'alcool? Tu vas voir, en fait, le système va être le même que celui-ci, ce qui fait que le contact de l'alcool avec l'air extérieur de l'appartement va être seulement la petite surface qui se trouve à l'intérieur du tube. C'est seulement cette mini surface d'alcool qui sera au contact de l'air ambiant. Le couvercle, il nous le faut. Oui, pour répondre à une autre question. Le couvercle, on le garde. Et l'alcool, évitez quand même de le renverser partout. Parce que là, vous aurez des vapeurs d'alcool. Et là, vous en aurez sûrement le plus, à mon avis, des vapeurs d'alcool, c'est au moment de le verser. On va maintenant faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire avant, et on va préparer cette fois le couvercle avant. Donc, c'est-à-dire, on va faire un trou dans le couvercle, insérer le tube transparent et faire notre petit volcan de pâte à fixe qui vient fermer hermétiquement notre trou autour de la paille. Donc c'est parti. Oui, on fait attention avec l'alcool, on va pas allumer des allumettes juste à côté, mais c'est pour ça qu'on mange des allumettes. Sinon ça va. Oui, l'alcool a brûlé, ça brûle. Donc je récupère mon petit système ici, je repousse le tube, je le sors. Et je vais même récupérer mon petit volcan de pâte à fixe, mais je vais en refaire un boudin. Hein. J'aurais besoin de refaire un boudin parce que là, je l'ai détruit. Et on va s'occuper du couvercle. Donc pour l'instant, le tube et la pâte à fixe, je mets ça de côté. Et donc c'est là qu'on va avoir besoin d'un objet pointu et solide. Je vais utiliser un couteau de cuisine. Tous les gens qui sont avec des enfants, ben, on ne peut pas vérifier, mais faites en sorte que ce soit l'adulte qui le fasse. Mon couteau de cuisine est ici. C'est une belle bête. On va faire un trou comme on le faisait avec le bouchon plastique, mais au milieu de notre bouchon qui a des parties qui ne sont pas si simples à percer. Donc je me mets au contact de mon centre. J'appuie sur mon couteau. Et là, j'ai déjà, en appuyant, commencé mon trou. Voilà. Je vais juste maintenant... comme tout à l'heure, avec un tournevis, l'élargir un petit peu. Donc je repose mon couteau de cuisine ailleurs. Vous voyez que j'ai le trou qui est ici formé. Et maintenant, je vais prendre mon tournevis, l'appuyer à l'endroit où le trou a été commencé. Je mets la pointe de mon tournevis et j'y vais. Je tourne mon tournevis. Ça y est, j'ai fait le trou. Donc c'est pas si dur que ça, mais ça demande quand même d'utiliser un objet un petit peu tranchant. C'est parti. Donc là, même technique que tout à l'heure. On fait le boudin de pâte à fixe, on insère la paille et on fait notre volcan autour. Il va y avoir une toute petite nuance. C'est que cette fois, on va faire en sorte que la paille dépasse très peu à l'intérieur de notre pot de confiture ou de notre pot à épices. Ça, je peux vous dire pourquoi pendant que je fais le boudin. Parce qu'on a envie que cette fois, la chose qui se dilate à l'intérieur de mon contenant, on a envie que ce ne soit pas l'air, on n'a pas choisi l'alcool pour rien, on a envie que ce soit l'alcool. Mais si on a et de l'alcool et de l'air à l'intérieur de notre pot à épices, en fait on va se retrouver dans la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'air qui va se dilater et donc ce sera un thermomètre trop sensible à nouveau. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va remplir complètement à fond avec 0 air notre contenant. Donc on va mettre de l'alcool partout, c'est pour ça qu'il faut avoir prévu une assiette aussi. Là je l'ai mis un petit peu trop loin de mon bord, je vais le rapprocher parce que je veux que ça dépasse pas beaucoup l'intérieur. Donc j'ai fait mon petit boudin, j'ai fait plusieurs tours. Non, effectivement on va essayer de mettre 0 air, mais pour ça on va simplement remplir complètement à ras-bord notre contenant, complètement à ras-bord, et là on viendra le fermer. On va même le remplir jusqu'à ce qu'il déborde. Donc même technique que tout à l'heure. Je fais le boudin ici. Et bon, j'aurais pu glisser la paille avant. Et donc là, je viens mettre mon tube là. Et par l'intérieur, je vais avoir ma pâte à fixe qui va venir créer un petit volcan autour du trou. J'appuie. Pour répondre pendant ce temps-là, j'aime les sciences. Effectivement, c'est compliqué de réussir à faire ça à 100 heures. Mais en fait, non, hein, tu remplis ton pot complètement et puis tu rajouteras ton bouchon
sur ton pot rempli complètement. Donc là, je suis vraiment remplir à ras-bord. Je suis en train de bien appuyer pour former le petit volcan. Là, vous allez mieux le voir, le volcan, je pense, parce que le capuchon est moins profond que celui de la bouteille que j'utilisais avant. Et voilà, on obtient ce petit volcan autour. A priori, si j'ai bien appuyé autour de la paille et autour du trou, ça c'est hermétique. Voilà, il nous faut un récipient qui récupérera l'alcool qui dépassera. Pour ça, n'hésitez pas à mettre plein de choses autour d'une assiette, une bassine, quelque chose pour pas que l'alcool coule pas. Et puis, si vous avez des éponges, des torchons, des machins, préparez-les aussi pour récupérer ce qui coule. Je vais pas vous cacher que je me suis un peu préparé aussi. J'ai de l'essuie-tout juste ici. Alors, c'est parti. On va mettre de l'alcool qu'on va colorer bien sûr pour voir le niveau changer. L'alcool, celui que je vais utiliser, c'est de l'alcool à brûler. Donc les adultes, ne dévoilez pas le secret d'ouverture de ces bouteilles. Je vais le faire en cachette ailleurs. Elles sont difficiles à ouvrir. Il y a une technique secrète. Là, j'ai raté. Et voilà. Et oui, pour répondre alors à Noussaïba, effectivement, dans le vinaigre, il y a pas d'alcool. L'alcool s'est transformé justement en un acide et qui donne au vinaigre son goût de vinaigre. De toute façon, il y en a très peu. Le vinaigre, c'est surtout de l'eau. Donc, si tu prends du vinaigre, autant prendre de l'eau. Ça sentira moins fort. Et pour ceux qui demandent, l'alcool à 90 degrés, ça marche. En fait, l'alcool à brûler, souvent, il est à 90 degrés. Et le gin, peut-être que ça marche, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, vu que ça marche aussi avec l'eau, ça marchera juste moins bien avec du gin qui doit être à 40% qu'avec de l'alcool à brûler qui est à 70 ou 90%. Et pour rebondir sur un dernier truc, il faut bien comprendre qu'en fait, ça va marcher avec n'importe quel liquide, ce qu'on est en train de faire. C'est juste que les liquides vont se dilater plus ou moins en fonction de la température. Il y a ceux qui vont se dilater beaucoup si on chauffe d'1 degré, comme l'alcool, il se dilate beaucoup, et ceux qui se dilateront moins. L'eau se dilate beaucoup moins quand on chauffe d'1 degré. Mais ça marchera quand même, ça fera un thermomètre qui n'aura pas la même variation de niveau dans la paille quand on changera la température. Donc c'est parti, on n'a plus qu'à... Pour répondre rapidement à Delcera, la paille, il n'y a pas besoin de toucher le fond, parce que de toute façon, on va remplir le récipient à ras-bord d'alcool. Je remonte. Juste que la paille, elle plonge un tout petit peu là-dedans et c'est bon, elle touche l'alcool. Voilà comment est ma paille. Elle dépasse à peine maintenant. Donc c'est parti. Je vais mettre du colorant au fond de mon récipient. Puis je vais mettre l'alcool jusqu'à ras-bord. Alors là, comme tout à l'heure, c'était pas très foncé mon truc. Je vide ma bouteille de colorant. Et ça n'est pas du tout grave s'il y en a qui ont une paille qui dépasse de beaucoup. C'est pas du tout grave. Je vois que la FISAB ont l'air d'avoir fait un montage avec une paille qui dit pas. Et si vous pouvez la remonter, remontez-la. Sinon, c'est pas grave. Et donc, comme je le disais, là, vous voyez, c'est bien. Vous voyez le goulot de mon truc. Je vais y aller, quoi. Hein. Je vais faire dépasser, en fait. Je vais faire déborder. J'y vais doucement quand même, mais on va faire déborder. Ça y est, ça déborde. Parfait. Je vois une petite goutte d'air qui traîne à la surface. Je la perce avec mon stylo bille. Je la dégage. Va-t'en. Voilà. Et je vais juste remettre une dernière petite goutte au cas où. Est-ce qu'il faut forcément remplir à ras-bord? Alors, je vais remplir pendant que tu le fais, Azidoudou. Vas-y. Tout à l'heure, ce qui nous embêtait avec le premier modèle de thermomètre qu'on a fait, c'est que l'air qui était dans le thermomètre se dilatait vraiment beaucoup avec la température. Donc, ça faisait que très vite, si on chauffe, ça remonte jusqu'au haut de la paille. En fait, on ne peut pas mesurer grand-chose. L'intérêt de mettre que de l'alcool et pas d'air, c'est que s'il n'y a que l'alcool qui se dilate avec la température, alors l'alcool, comme ça se dilate moins que l'air, on va pouvoir avoir quelque chose de moins violent. On va pouvoir mieux mesurer. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de fermer ça précautionneusement, c'est-à-dire sans... Déjà, il faut que ma bouteille soit horizontale, sinon il y a de l'air qui va rentrer. Donc, bouteille bien horizontale, et puis je vais fermer ça. C'est parti. Voilà, ça me plaît. En même temps que je serre, que je visse mon bouchon, il y a de l'alcool qui est sorti
Ça veut dire que ça a bien appuyé sur l'alcool qui dépassait légèrement, et donc qu'il n'y a aucun air à l'intérieur. Et oui, on pourrait faire la manip sous immersion d'alcool pour éviter de faire rentrer des bulles, mais là, ça fait quand même utiliser beaucoup d'alcool. On va pas Alors, le faire, mais on pourra. je nettoie un petit peu ma bouteille pour pouvoir la poser devant l'écran et en dehors de l'assiette. Et l'assiette, je la chasse. Hop. Bien. Et ben voilà, on a notre nouveau thermomètre. Théoriquement, comme l'alcool se dilate beaucoup moins que l'air, il devrait réagir beaucoup moins à mes mains que je viens mettre autour. Mais ceci dit, il se dilate quand même pas mal. Donc, on va voir s'il se dilate assez au contact, quand je mets mes mains au contact de la bouteille en verre, pour monter à l'intérieur de la paille. Sachant Et qu'en oui, plus, vas-y. Delcera, pour te dire oui, tu peux mettre de la colle de pistolet à colle autour de la paille pour le rendre bien hermétique. Et autour de tout, enfin, tu peux tout. Vous pouvez mettre du pistolet à colle pour rendre le truc hermétique si vous voulez. Et là, effectivement, en plus, c'est un peu un moment de vérité parce que on va voir si mon truc c'est vraiment hermétique. Bon, déjà, l'avantage c'est que je vois pas d'alcool qui coule en dehors du bouchon, donc c'est quand même bon signe. Ben maintenant, c'est parti, on va voir s'il réagit mon thermomètre. Donc, je mets ma main autour. Bon, là, je peux pas tricher pour le coup et je peux pas appuyer sur la bouteille vu qu'elle est en verre. Et, euh, et on va voir On va voir. Pour si répondre à l'alcool se met Dorénis, à un monter. briquet pour Vas-y. chauffer, ça passe. Oui, un briquet pour chauffer, ça passe. C'est juste que pour faire des tests, ça n'est vraiment pas la peine. Donc, autant utiliser la main. Il y a moins de risque de se brûler. Alors, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Mais moi, je commence à voir le liquide arriver. Et en même temps, on n'a pas envie qu'il se passe non plus quelque chose de trop violent, parce que sinon, ça voudrait dire que notre thermomètre serait trop réactif. Là, vous commencez à voir le liquide qui est en train de monter tranquillement, juste sous l'effet de la chaleur de ma main. Et aussi, le geek nous dit l'inertie thermique est bien plus grande aussi là. Oui, il faut se rendre compte que j'ai quand même une certaine quantité d'alcool à chauffer, Et une vraiment. très très bonne remarque de Bruticor que je fais passer Vas-y. en priorité. Effectivement, utiliser un briquet pour chauffer un alcool à un thermomètre avec de l'alcool à brûler dedans, c'est une très mauvaise idée. Donc ne le faites pas au briquet du tout. Et donc voilà, on se retrouve avec un thermomètre qui là pour le coup est plus solide. Donc si vous avez envie de le laisser traîner un petit peu dans la maison ou l'appartement et de voir comment il réagit suivant s'il est sur le balcon, s'il est à l'intérieur, s'il est dans le frigo, etc. N'hésitez pas. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, le liquide est tranquillement toujours en train de monter, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore attendu l'équilibre. Je vois que ça monte chez vous aussi, c'est chouette. Ah, que se passe-t-il si on bouche le haut de la paille? Ouais, c'est une super question et Eh c'est ben, un peu ce qui se passe dans les. je vais mettre de la pâte Bon, à fixe en haut. ouais, voilà. Et c'est un peu comme ça que sont les thermomètres à alcool qu'on utilise d'habitude. Ils sont pas ouverts, ils sont complètement fermés. Si jamais vous avez un thermomètre à alcool, vous pouvez regarder, il y a un petit réservoir d'alcool rouge souvent, ou bleu s'il a une autre couleur, mais en tout cas, un petit réservoir vers le côté froid. Et puis, en fonction de la température, ça remonte. Mais c'est pas ouvert en haut. Vous pouvez pas le renverser et faire tomber l'alcool. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est pas ouvert en haut d'ailleurs? Parce que c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas un thermomètre à alcool en haut? Je trouve pas ma pâte à fixe. Là. Pas qui s'évapore, nous propose le geek. Effectivement, l'alcool, ça s'évapore. Donc, si jamais on bouge pas, on finit par avoir un thermomètre plein de rien du tout parce que tout s'est évaporé au bout d'un certain temps. Et là, vous allez vous Et dire, ah, c'est triste pour notre thermomètre. Dans ce cas-là, ça veut dire que tout va s'évaporer. Ben, en fait, vous pouvez faire tomber une goutte d'huile en haut par votre paille pour qu'elle descende jusqu'à se mettre au-dessus de l'alcool. Et comme l'huile, ça s'évapore très, 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 très mal, et bien ça fait que votre thermomètre tiendra beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et une Vas-y, dernière aussi pardon. remarque, on nous demande comment ça se fait que quand c'est fermé, ça ne s'arrête, l'alcool peut quand même continuer à monter. Et le geek nous explique ça en disant que c'est la dilatation du liquide qui l'emporte sur celle de l'air. Effectivement, l'air, vous pouvez le comprimer. Mais l'air, même s'il se dilate avec la température, c'est facile de le comprimer. Le liquide, c'est très très dur d'essayer de le comprimer. Donc, si jamais vous chauffez le liquide se réchauffe, il se dilate et c'est plus fort que l'air. Donc, il va écraser l'air, même si l'air aussi a envie de se
Très bien. Bon, ben voilà, vous vous retrouvez avec un truc comme ça chez vous. Il va être l'heure de bientôt arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que le mot étalonné qu'on a utilisé à plusieurs reprises? L'avantage de cet objet que vous avez chez vous, c'est qu'il est, mine de rien, assez solide. Et franchement, dans les tests qu'on a fait avec Paul, on s'est rendu compte que cette technique de la pâte à fixe, là, à l'intérieur, c'est hermétique et ça le reste longtemps. Donc, c'est-à-dire que c'est un thermomètre que vous pouvez vous amuser à étalonner. Alors, étalonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire poser ce truc-là à un endroit, un assez long moment pour se dire que tout l'alcool à l'intérieur est à la même température que la température de la pièce. À ce moment-là, vous regardez un vrai thermomètre. Sur le vrai thermomètre, par exemple, il y a marqué 18,4 degrés. Et bien, vous mettez une petite règle que vous allez fixer de façon définitive en haut. Vous mettez un petit trait au niveau du liquide et vous dites, quand il est là, j'écris 18,4. Vous allez le mettre sur le balcon, vous attendez 2 heures pour que le liquide soit bien à la température extérieure. Vous mettez votre thermomètre à l'extérieur, vous regardez la température et vous reportez aussi la température. Comme ça, vous allez pouvoir l'étalonner et, en fonction du niveau du liquide, savoir quelle température il fait. Alors, est-ce que ça, c'est ultra précis? Est-ce que c'est les thermomètres, des thermomètres géniaux qui vont toujours vraiment bien revenir à leur état, à une même température, être toujours au même niveau? Ben, je crois qu'on n'a pas assez fait de tests avec Paul pour en être convaincu, mais à vous de tester. Et Paul, tu voulais dire quelque chose? 2-3 petites questions peut-être pour conclure. On nous demande ce qui se passe si la température descend en dessous de la température ambiante au moment où on a fabriqué le thermomètre. Alors, du coup, normalement, ça devrait faire rentrer de l'air à l'intérieur du thermomètre. C'est pour ça que ça peut être pas mal. Si vous n'avez pas encore mis une petite goutte d'huile dans la paille, ça peut être pas mal de rajouter quelques gouttes d'éthanol pour que le niveau de l'éthanol dans la paille à température ambiante, ce soit un peu plus haut que juste 0. Parce que sinon, ça risque de rentrer, l'air risque de rentrer à l'intérieur. Et une autre technique secrète, c'est de construire votre truc avec de l'alcool froid que vous avez mis à l'extérieur ou un peu au frigo. Parce que ça veut dire quoi? Vous allez le sortir, fermer, et il va avoir tendance naturellement maintenant à se réchauffer vu qu'il est sorti du frigo. Donc le niveau de base, on va dire le niveau de l'appartement ou de la maison, va être un peu plus haut, ce qui permettra de voir des variations et d'éviter qu'on redescende, qu'on fasse rentrer de l'air à l'intérieur. Bon ben voilà. Oui, Brusicor, il faut tester, c'est la réponse universelle. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a plein de thermomètres. Nous, on adorerait pouvoir en voir des photos. C'est généralement ce qu'on essaie de faire quand on fait des activités, quand il y a des trucs que vous construisez. On essaie de récupérer les photos pour ensuite d'ailleurs les mettre sur un recueil de ressources. On partage les ressources qui nous ont été utiles ou qu'on a envie de partager en lien avec l'animation. Et dont le lien est sous la vidéo et on vous enverra un mail. Si vous êtes inscrit, on a votre mail, donc on pourra vous envoyer un mail avec le lien vers cette page de ressources. Si vous n'êtes pas inscrit et que vous en avez suivi, il n'y a pas de souci. Par contre, envoyez-nous un mail à Confinita Science si vous voulez recevoir le lien vers les ressources. On va vous quitter, mais en vous laissant quelque chose à faire si vous voulez continuer à aller plus loin ou si ça vous a intéressé. D'abord, si vous voulez continuer à améliorer votre thermomètre, n'hésitez pas à le faire par vous-même et à nous envoyer des photos, comme Maxime vient de le dire, et nous, on va les partager sur ce document. Si vous voulez aller plus loin et apprendre des nouvelles choses autour de la température, n'hésitez pas à soit déjà lire justement les ressources qu'on vous a mises à disposition dans le document, à l'adresse qu'on va vous donner. Et aussi, ce vendredi, Pania et Clémentine sont en train de vous préparer une autre animation sur la température, et cette fois-ci sur comment on fait les échanges de chaleur et comment on la ressent. Et enfin, dernière chose, vas-y Maxime. Une toute dernière petite chose, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place via Internet, de médiation scientifique. Il n'y a pas que nous, il y a plein de gens qui font des choses bien. Et il y a un calendrier qui a été créé de ce que font différentes structures, différentes associations. Ce lien, vous allez le trouver, il vient d'être mis par Clémentine dans le chat, et vous le trouverez aussi dans la description de la vidéo. Peut-être que Arnaud, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça.
vous y trouverez, bon, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Tout. Donc, si vous êtes intéressé par les sciences et la culture scientifique et que vous avez envie d'en faire pendant le confinement, n'hésitez pas à suivre l'agenda de Science en Live. Voilà. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui, d'avoir été là et d'être resté et d'avoir construit. J'espère qu'on va voir des photos de ce que vous avez fait. Et merci encore, même s'ils sont cachés, à Arnaud, Clémentine et Pania, qui ont géré vos questions, qui ont géré la technique, etc. Merci beaucoup. Merci et au revoir.